Écoute, je viens de rencontrer quelqu'un, mais j'adore. C'est tellement intense. Je sens la passion qui monte en moi, ça me prend aux tripes. Ah oui, mais tu n'as pas peur d'en souffrir? Bah si, bien sûr, mais franchement, moi, je suis prêt à payer ce prix-là, sans souffrance. Comment tu veux qu'il y ait de l'intensité? Non, c'est quand même ça l'amour, le vrai. Aïe, je prépare déjà les mouchoirs, tu sais ce que j'en pense. Mais je serai là comme à chaque descente. Tu peux toujours compter sur moi, tu le sais. En cas d'amour, saison 5, Amour en construction. un podcast de Luciana et Jean-Baptiste. En cas numéro 12, passion égale souffrance. Analyse du tango passional de Osvaldo Pugliese. Encore une fois, nous nous sommes laissés emporter par notre passion du tango pour vous offrir nos réflexions autour de la passion, justement. Est-elle synonyme obligatoirement de souffrance? Y a-t-il une intensité possible sans passion ni souffrance? Comment la passion peut être déclinée au pluriel quand on vit plusieurs relations? Bonne écoute. C'est parti pour une session tango. Oui, tout à fait. Vous connaissez notre passion mutuelle pour le tango. Et le mot est bien choisi, passion, puisque c'est de ça qu'on va parler. Voilà, exactement. Et on a choisi pour ce podcast un tango qui est différemment apprécié par les danseurs parce qu'il est malgré tout assez complexe. Mais je vais te le laisser présenter, Luciana, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Donc il s'appelle Passional et c'est un tango qui a été enregistré, la version qu'on a choisie en tout cas, elle a été enregistrée le 31 juillet 1951. C'est l'orchestre de Osvaldo Pugliese. Le chanteur, c'est Alberto Morán. Le compositeur, c'est Jorge Caldara. Et l'auteur, Mario Soto. Donc, ils sont une belle bande à nous avoir offert un beau tango qu'on va analyser. Et donc ce tango en fait a été composé, écrit et composé en 1951 et il a été repris évidemment de nombreuses fois parce que ce titre a eu un immense succès. En 1951, il y a eu de nombreux orchestres qui l'ont repris. Il faut savoir que la version de Pugliese était la deuxième version puisqu'il y a eu Kahlo qui a fait une première version en mars 1951, celle-là c'est juillet 1951. Et puis après, il y en a eu des versions multiples. Et pour ça, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Bernardo, qui est DJ et qui a un site internet dans lequel vous pourrez retrouver dans son blog en tout cas, un article spécialement conçu en tout cas autour de ce morceau. Et il y a notamment, il a publié toutes les versions les plus importantes de cette période-là. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup, exactement. Kahlo, évidemment, Pugliese, De Marco, De Angelis, Pugliese qui a fait une deuxième version en novembre de l'année suivante. Et puis après, d'autres compositeurs et une version avec guitare, etc. C'est vraiment super passionnant et c'est vraiment intéressant cet article, en tout cas l'article de blog de DJ BYC Bernardo, là, que je vous incite à aller voir et puis évidemment le remercier de ce travail d'analyse qu'il a fait aussi lui sur l'aspect plus du tango. Mais nous, ce qui va nous intéresser plus va être la question des paroles de ce tango. Et faut dire aussi que il a mis une interprétation personnelle, une libre interprétation en tout cas des paroles. Et il explique aussi une petite anecdote sympathique sur le pourquoi. A priori, évidemment, nous on n'a pas retrouvé la trace, on n'a pas cherché la source plus que ça. Pourquoi ce tango passional a été écrit. Donc il raconte une anecdote de Mario Soto qui parle de deux femmes qui restent assises, qui font banquette en fait toute la soirée de tango.
Après, quand on a fait quelques recherches rapides, on a entendu parler d'un crime passionnel de l'époque qui avait aussi beaucoup marqué Buenos Aires à l'époque et qui aurait inspiré ce tango. Pourquoi on a choisi ce tango? En fait, pour deux raisons particulières. D'abord, sur l'aspect tango en tant que tel, c'est un morceau qui est d'une intensité musicale et émotionnelle très forte. Quand je disais tout à l'heure qu'il était vraiment différemment apprécié sur les pistes, c'est parce que justement il est très puissant émotionnellement et qu'il demande une grande musicalité dans son interprétation. Pugliese en général c'est pile ou face. C'est rare quand soit on interprète bien Pugliese, soit c'est quelque chose qu'on laisse passer pour que les gens puissent s'amuser vraiment à le danser. Et puis, on est vraiment dans la profondeur, dans l'ancrage, dans l'intensité. Et puis, vous pourrez l'écouter. On vous invite d'ailleurs à écouter du Pugliese si vous aimez écouter le tango parce que c'est de la grosse émotion. Donc ça, c'était la première raison. Et puis, la deuxième raison, évidemment, c'est la question du thème. Oui, l'intensité des paroles. Qui décrivent un état passionnel et un état en apparence très très souffrant. Et on est allé chercher l'étymologie du mot passion parce que c'est un sujet auquel on réfléchit beaucoup. Est-ce qu'elle est obligatoire cette association entre passion et souffrance? Et donc on a trouvé que en latin c'était passio et en grec pathos et ça fait référence à l'action de supporter, à la souffrance et à la maladie. Et d'ailleurs c'est la même racine que pour pathologique. Donc on s'est posé beaucoup de questions sur cet état qui est vraiment recherché, attendu, rêvé, espéré et qui semble le Graal de l'amour dans notre société si romantique. Un peu comme les deux danseuses sur le bord de la piste. Oui, on est souvent comme les deux danseuses, d'ailleurs décrites comme laides. C'était très drôle dans l'article, comment elles étaient décrites. Moins drôle pour elles, mais donc cet état passionnel tellement lié à la souffrance, d'un côté à l'intensité, mais d'un autre côté à la souffrance, et ça nous a beaucoup questionné, parce qu'on aime beaucoup ce sujet de la passion, comment on peut la vivre, et si c'est quelque chose qu'on subit dans sa vie, ou si c'est quelque chose qu'on peut essayer de maîtriser, de vivre et de s'arrêter de la vivre. Tout aussi. à fait. Et c'est pour ça qu'on a nommé ce podcast « La souffrance est-elle inévitable dans la passion ?» Parce que notre travail, en tout cas le travail qu'on réalise dans le cadre de ce podcast, reste l'idée d'identifier les points qui créent de la souffrance et qui finalement peuvent aussi créer ou des pathologies ou des dysfonctionnements dans les systèmes familiaux, amoureux, relationnels, et comment on peut faire pour s'en prémunir et comment on va travailler autour de ce tango pour comprendre aussi les mécanismes qui engendrent la souffrance. Oui. Avant d'écouter les paroles du tango qui nous permettront déjà d'identifier ces différents points, je te propose qu'on voit les différentes définitions qui ont été... Parce que c'est vraiment intéressant de voir les différents aspects que peuvent prendre le mot passion dans la langue française. La première définition très claire du Robert était est état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. Clairement, on est vraiment dans un état affectif et intellectuel qui domine la vie mentale, ce qui fait qu'il y a un moment où on perd la raison. Et on l'entend même dans les paroles du tango, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Ça veut dire, si ça domine la vie mentale, ça veut dire qu'on est en position de soumission vis-à-vis de la passion. Absolument. Et c'est beaucoup ça qu'on va essayer de secouer pendant cet épisode. Voilà, j'espère qu'on ne va pas trop vous secouer, mais on va secouer en tout cas
la terminologie et le sens des mots. La deuxième définition, c'est un amour intense. Donc vraiment, on aborde le deuxième point, c'est à quel moment la passion peut exister. Au-delà de l'état affectif, c'est un amour intense. Le troisième, c'est l'inclination vers un objet auquel on s'attache de toutes ses forces, évidemment. On peut être passionné par le tango. Voilà. Donc, mais là, on veut dire on peut être passionné par le tango, mais là, on ne va pas tellement parler de souffrance parce que c'est un objet. Ça pose moins de problèmes que d'être passionné par une personne. Exactement, parce que... Qui peut en avoir envie, pas envie, être là, pas là, être disposé ou moins. Ben, le problème d'être passionné par une autre personne, c'est qu'elle a une existence propre. C'est embêtant. C'est à la fois ce qui nous passionne et à la fois ce qui nous fait évidemment souffrir. Et la quatrième, c'est l'affectivité violente qui nuit au jugement. Donc là, c'est intéressant parce que l'affectivité violente qui nuit au jugement, c'est quelque part à quel moment on va avoir un discours passionné qui va nous empêcher de pouvoir relativiser ce que l'on a à dire. Et tu avais dit quelque chose de très intéressant par rapport au podcast sur la question de la passion. C'est tout à fait, nous on est passionnés par ce que l'on fait et pourtant les sujets on les aborde sans passion parce que justement on veut avoir ce recul nécessaire et cette réflexion profonde qui ne nuit pas à notre jugement, de façon à ce qu'on puisse avoir à la fois une vision subjective sur les mots, les terminologies, le sens des choses, leur place dans la société, mais aussi la possibilité de pouvoir voir comment ça s'inscrit dans notre réalité aussi, être assez clair et tranquille sur ce sujet, quoi. Et je pense aussi que le podcast est un exemple de comment on peut traiter des sujets avec intensité sans tomber dans la passion. Oui, absolument. Et l'intensité du contenu, l'intensité de ce que l'on met dans une relation, dans quelque chose que l'on fait ou quelque chose que l'on vit, est toujours quelque chose que nous-mêmes nous recherchons, puisque c'est ça qui nous donne aussi la sensation d'exister et d'être vivant et d'être présent au monde. Et je pense que c'est aussi ça qui est recherché dans la passion et qui peut, et là je vais peut-être pas aller tout de suite sur ce qui se dit dans le texte, mais qu'effectivement des personnes qui peuvent sentir qu'ils ont une petite place dans la vie, comme ces deux femmes qui sont en attente, eh bien, elle peut avoir une attente d'intensité et de passion encore plus importante que des personnes qui se sentent bien dans une place quelque part. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous lire les paroles de ce tango pour qu'on puisse savoir ce qu'il raconte? Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le texte et la traduction libre de Digi Bernardo. Passionnal. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras jamais ce que c'est que de mourir 1000 fois d'anxiété. Tu ne pourras pas jamais comprendre ce que c'est que d'aimer et de devenir fou. Alors là, on peut déjà s'arrêter, dire 2-3 bricoles là-dessus. Oui, l'aspect légitime et inévitable de ce qu'il dit me frappe. C'est comme si son vécu était totalement légitime et complètement inévitable. Il parle d'une évidence, d'un truc qui lui tombe sur la tête. Et on n'est pas d'accord. Bon bah là... Anxiété, folie. Anxiété, folie. Ça ne donne pas super envie. Pas vraiment. Pas moi, en tout cas. Et en plus, il y a quand même le rapport entre aimer et la folie. Ça me fait penser d'ailleurs à un texte d'une chanson chantée par Johnny Hallyday, qui était le Requiem pour un fou, puisqu'il disait qu'il était fou d'amour. Voilà. On retrouve, et puis d'ailleurs c'est l'expression aimer à la folie. La folie dans ce texte-là du Requiem pour un fou, c'était quand même un meurtre, hein, c'est un féminicide. Donc là, effectivement, la folie, l'anxiété, l'angoisse, et avec la culpabilisation de l'autre. C'est-à-dire, qui ne vit pas la même chose. Tu ne sauras pas, tu ne sauras jamais, tu ne pourras pas jamais comprendre. Voilà. Donc
t'es pas au niveau. T'atteins pas mon T'es niveau. pas digne de vivre la passion. Moi, j'ai été touchée par la passion et pas toi. Et tu ne comprends rien à la vie ni à l'amour. C'est ça, exactement. Tu comprends rien à la vie et à l'amour. Tes lèvres qui brûlent, tes baisers qui enivrent et qui torturent ma raison, soif qui me brûle et qui enflamme ma poitrine de passion. Bon. Torture, Voilà. Encore une fois, Voilà. Ça ne donne aucune envie. Il y a une recherche à la fois de vivre des choses qui font du bien, c'est-à-dire des baisers, mais en même temps une torture de la raison, c'est-à-dire qu'à un moment ça te fait vriller complètement. Au moins, il a la lucidité de comprendre qu'il y a un effet sur la raison, et un effet plutôt négatif, un effet de brouillage. Absolument. Par contre, c'est de sa faute à elle, puisque... Oui, bien sûr. Il dit ensuite, « Tu es cloué en moi, je te sens dans le battement brûlant de mes tempes. » Donc c'est vraiment son cœur, ses tempes, son cerveau, enfin tout est mélangé, et elle est plantée en lui, il ne peut rien faire, il est comme crucifié. D'ailleurs, la passion du Christ, c'est pas pour rien que voilà, il y a quelque chose autour du clou aussi qui fige la personne dans une position de souffrance, quoi. Oui, il y a tout cet imaginaire, tout ce vocabulaire qui est celui de notre société judéo-chrétienne et romantique. Je t'adore quand tu es là, et je t'aime tellement plus quand tu es loin de moi. Là, encore une fois, une expression de quelque chose de très passionnel, c'est-à-dire finalement, il l'adore quand il est là, donc elle peut vivre ces temps de plaisir, de désir, il vit des choses avec cette personne-là, et il dit « Je t'aime tellement plus quand tu es loin de moi ». Mais est-ce qu'il l'aime tellement plus ou est-ce qu'il souffre tellement plus? Parce que moi j'ai plus l'impression qu'il est en train de dire « Finalement, quand tu es là, je t'aime, mais je brûle d'amour, je brûle de souffrance ». C'est ça qui est confus, hein, c'est ça, cette confusion entre l'intensité et l'amour. Et avoir besoin de cette intensité pour se sentir exister. Avoir besoin de cette intensité pour se sentir exister sur le moment, mais dès que l'autre disparaît de ma vie, de ma vue, je t'aime encore plus, ça veut dire que je souffre encore plus. Finalement, l'association souffrance-amour est très très liée, quoi. Oui. C'est vraiment flagrant, en tout cas dans ce texte-là. Alors je t'aime, douce vie de ma vie, ainsi je te sens, seulement mienne, toujours mienne. Bon, là, on est dans la possessivité, claire et sans ambiguïté. J'ai peur de te perdre, donc là, c'est vraiment, il a peur d'être amputé, encore une fois, on est dans quelque chose, il a confié sa vie à cette personne, et de penser que je ne te reverrai jamais. Donc là, vraiment, clairement, quand l'autre est absent, viennent et apparaissent les signaux de l'abandon. La peur de l'abandon et de la perte. Et de la perte. Et d'ailleurs, la phrase suivante, c'est « Pourquoi ce doute brutal ?» Il y a un moment dans le texte, il dit « finalement, je flippe. » En fait, il a la peur de perdre, du coup, ça vient le gagner. Et c'est ça qui génère la souffrance et qui va engendrer après des mécanismes de protection. Et qui va peut-être alimenter cette flambée de la passion aussi. Complètement. Pourquoi devrais-je saigner si dans chaque baiser je te sens défaillir? Cependant je me tourmente parce que je te porte dans mon sang. À chaque instant, fiévreux et aimant, je veux embrasser tes lèvres. Il y a toute la beauté de l'amour passionnel dans ce texte-là, c'est-à-dire c'est ce à quoi on peut aspirer quand on n'a pas. Mais quand on l'a, ça, très souvent, ça perd beaucoup de son intensité. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord pour le terme beauté, parce que je ne trouve pas ça beau de tout mélanger. De mélanger la souffrance et l'amour. Certes, parfois on souffre par amour, mais est-ce que cette association est obligatoire? Mais parce que ce tango est beau.
Il ne fait que parler de souffrance, et pourtant il est beau. C'est ça que j'essayais d'exprimer en parlant de beauté. Alors que si on le sort du contexte du tango, évidemment, dans une réalité, moi j'ai pas envie de vivre l'anxiété, la folie, le tourment, le fait de douter tout le temps, l'avoir peur de perdre. Moi j'ai pas envie de vivre ça, clairement. Oui, et ce n'est pas intéressant non plus de penser que c'est le prix à payer pour l'intensité ou pour un amour partagé. Ça peut l'être quand ça tourne mal, mais ce qu'on veut dire aussi, c'est donner d'autres pistes de réflexion pour de l'intensité qui ne soit pas de cet ordre-là. Tout à fait. On espère pouvoir vous transmettre ça. Qu'as-tu dans ton regard pour que, lorsque tu lèves les yeux sur moi, je sente brûler en moi une flamme vorace d'amour? Donc là, c'est de sa faute à elle, encore une fois, évidemment, puisque dès qu'elle le regarde, il défaillit, quoi. C'est un peu le prix à payer quand on est amoureux, c'est-à-dire quand l'autre nous regarde, on existe. Donc là, il se sent exister, et là, il brûle la flamme, l'énergie, tout ça, c'est en lui. Ça. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Oui, tout à fait, mais c'est là où c'est mélangé, parce que c'est à la fois délicieux. C'est ça le problème. On veut y aller et on veut se faire du bien en se faisant du mal et du mal en se faisant du bien. Et c'est là où je parle de confusion et de mélange. Oui, tout à fait. C'est vraiment très clair. En tout cas, ça apparaît en tout cas très, très clair. Tes mains délies, caresses qui me lient à tes charmes de femme. Je sais que jamais plus je pourrai arracher cet amour de ma poitrine. Là, c'est la sensation que l'on a systématiquement quand on perd un amour, c'est de croire. D'arrachement. C'est d'arrachement, mais aussi le fait que on a peur que finalement on ne pourra jamais retrouver un autre amour. Et cette peur de ne pas pouvoir retrouver un autre amour, c'est aussi quelque chose qui est assez fort, puisque vu qu'on a tellement peur de ne pas pouvoir retrouver un autre amour, qu'on est obligé d'aller vers le crime passionnel. Ou vers le suicide, ou vers quelque chose de très destructif. Et pour ça que la souffrance, elle est problématique, parce que justement, la passion crée la peur que ça n'existe plus. Oui, tout à fait. Et donc la peur de ne plus exister. Et ça peut conduire à la folie, surtout si la folie, elle est légitimée, admise et comprise comme un prix à payer. C'est ça. Je t'aime toujours ainsi, tu es fiché en moi, comme un poignard dans la chair, et ardent et passionné, tremblant d'angoisse, je veux dans tes bras mourir. Mort, angoisse et un poignard. Oui, mais là, c'est trop beau, pourquoi tu veux... C'était trop beau là, tu vois pas l'amour. J'ai un peu de mal. Eh oui, mais c'est là qu'il y a les violons en général et que le héros il meurt dans les bras d'une infirmière, comme dirait Renaud dans la chanson. Alors Luciana, comment on résume le texte passionnant de Passionnel ? C'est l'histoire d'un mélange, c'est l'idée de penser que dans la passion, il faut qu'il y ait intensité et souffrance, et c'est là où nous on propose une autre idée de la passion, ou alors une intensité qui soit pas passionnelle, c'est-à-dire une intensité sans souffrance. Mais comment faire pour cela? Je pense que ça nécessite de savoir différer. Ça nécessite de faire confiance. Oui, donc il y a une question autour du temps, et c'est-à-dire que la passion, finalement, comme on l'a dit dans les définitions, elle nous empêche de raisonner, elle annihile complètement notre mental, et donc c'est tout de suite maintenant, c'est immédiat. C'est ça, il y a un lien très très fort avec l'immédiateté, avec le présent. Il me faut l'autre tout de suite maintenant, il me faut l'intensité tout de suite maintenant, je ne peux pas attendre. Et ça, c'est assez problématique et très peu adulte, on va dire. Oui. Et du coup, donc, on disait qu'il faut une confiance en soi, une confiance en l'autre,
une confiance en la relation et une confiance aussi en l'œuvre du temps. Et que si il y a quelque chose de bon à vivre, là, ensemble, on y reviendra. On se trouve, on vit quelque chose d'intense, on essaye de se quitter tranquillement, on va qu'à nos affaires, on a des choses à faire dans une vie, l'un et l'autre, et on fait confiance au fait que si on a quelque chose à vivre ensemble et s'il y a encore du bon à vivre, on y reviendra. Mais ça demande beaucoup de capacité émotionnelle, de savoir différer, de pouvoir différer. Et cette confiance. Sinon, on s'accroche à l'autre, on s'accroche à la relation et on s'accroche au présent. On ne peut pas se projeter dans la durée avec l'autre. Il y a quelque chose quand même qui est... on le disait tout à l'heure quand on lisait le texte, que la passion créait la peur. La peur de ne plus l'avoir demain, par exemple, mais aussi la peur de rater quelque chose dans sa vie. La peur de pouvoir exister, et ça, donc, de nombreuses fois, même moi-même, j'ai entendu dire, mais c'est maintenant qu'il faut le vivre, et c'est ça qu'il faut vivre maintenant, parce que c'est ce que la vie te présente là. Et j'ai toujours eu cette sensation de me dire, oui, la vie me présente ça, c'est super, et je vais en profiter maintenant, parce que je peux en profiter maintenant, mais ça n'empêche que si je devais... Je me dis pas que c'est une obligation, je me dis que je peux aussi le différer, puis voir ça demain. Mais c'est la question du choix aussi, et c'est la question de qui a le pouvoir. Moi ou la passion? C'est la passion qui me domine ou c'est moi qui me sers de la passion, qui la vis à ma façon, quand j'ai envie de la vivre, quand je me mets d'accord avec l'autre pour vivre ça, et pouvoir appuyer un peu sur pause, tourner les talons, changer d'air et revenir. C'est tellement bien quand on arrive à faire ça. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est que quand on sent la passion qui nous gagne, en particulier pour quelqu'un, si on est passionné par le paddle ou par le tango, on peut toujours en faire quand on a envie, quand on est disponible et quand on a la force. Mais quand on est passionné par quelqu'un, l'idée, c'est déjà de se rappeler que les mots qui y sont associés, c'est mort, folie, torture, angoisse, peur, même s'il y a de la beauté, mais qu'en tout cas, ces parties-là, on doit s'en méfier absolument, et qu'une des premières choses qui peut être faite, c'est de différer, ou tourner les talons, ou se dire, est-ce que si c'est maintenant, c'est que ça peut être pareil demain. J'ai confiance dans ce que la vie me propose. Ce qui peut venir empêcher ce que tu dis là avec beaucoup de justesse et de bon sens, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans le travail clinique, c'est que parfois on a une sensation d'exister qui est tellement faible ou absente qu'on a besoin de la douleur, qu'on a besoin de l'intensité de la souffrance pour se sentir exister. Et ça complique tout. Parce on se sent tellement vide qu'on est prêt à payer le prix de la souffrance pour ressentir quelque chose. Donc c'est douloureux, certes, mais on s'en fiche parce que ça donne la sensation d'exister. Et là, il y a un travail à faire disons que pour pouvoir vivre sainement une passion, il faut que le sentiment d'existence, on puisse l'assurer par soi-même. Je dirais ça comme ça. Et souvent, tout le travail avec des patients et des patientes, c'est de les aider à décoller là, à décoller de la passion et à décoller de l'autre et à exister par eux-mêmes dans ce qui leur fait du bien, pas du bien dans le mal et du mal dans le bien, ce mélange-là, cette confusion-là. C'est ça qui complique tout. Donc l'intensité, on peut la trouver ailleurs que dans la passion, grosso modo, c'est pour résumer ton propos. On peut, en tout cas, l'intensité, on peut la trouver dans la passion, mais on peut aussi imaginer que l'on va s'épargner la souffrance pour éviter d'aller dans la souffrance qui nous fait croire qu'on est dans la vie. Oui. Et puis, pouvoir vivre des formes d'intensité qui ne sont pas souffrantes, on appelle ça passion ou passion, pas passionnée, je ne sais pas, il faudrait travailler sur les termes, mais une intensité sans souffrance, on pense que c'est possible.
C'est ça qu'on propose. En tout cas, dans le podcast, oui. Oui. Et puis, cette idée de qui a le pouvoir, la passion sur moi ou moi sur ma passion. Donc, toi, ce que tu dis clairement et sans ambiguïté, c'est que oui à la passion, mais oui à la passion mais sans en être dominé. Oui, tout à fait. Pouvoir se laisser aller à vivre la passion, mais en sachant qu'on garde le contrôle. Et ce n'est pas ce qu'on nous dit, ce n'est pas le discours ambiant, le discours officiel. La passion te frappe comme un éclair et tu peux rien faire. Et c'est le discours qui est tenu dans les paroles du tango. Et non seulement tu peux rien faire, mais en plus ça t'autoriserait, et d'ailleurs ça t'a autorisé pendant des décennies à créer des situations problématiques de crimes passionnels où on peut tuer son rival, où évidemment il y a des questions autour de l'honneur, mais on peut se permettre de créer, enfin d'avoir. Le crime passionnel est une circonstance atténuante était une circonstance. C'est en train de tourner dans le vent actuel, même s'il y a du fascisme partout, mais quand même, il y a des endroits, il y a des milieux où ça ne passe plus. Oui. Le passionnel comme circonstance atténuante. Donc on est responsable de ses émotions. On est responsable de ses émotions, ça veut dire que tu prends le parti de dire la passion te gagne, tu es en mesure de pouvoir la contrôler. Oui, et complètement. Tu as intérêt à la contrôler, et tu dois la contrôler. Au-delà de l'intérêt, c'est que socialement, la passion t'empêche d'être en société. Elle t'isole dans une bulle émotionnelle et affective qui te déconnecte complètement. Et qui semble autoriser certains écarts qui ne sont pas admissibles. C'est une question de responsabilité personnelle et c'est une question d'éthique. Donc la loi est là pour nous permettre de vivre tous en société. Il y a donc un paradoxe ou une ambivalence dans notre société qui prône un modèle exclusif basé sur la passion, notamment le mariage est bien là pour contractualiser une passion amoureuse, même si à une époque c'était des contrats de mariage qui étaient de raison. C'est devenu des contrats de mariage de passion, c'est-à-dire je t'aimerais pour la fin de... on sait très bien que ça dure jamais le temps que ça devrait durer, mais en tout cas dans la société, donc il y a ce paradoxe à la fois de l'identification de la passion amoureuse comme étant une belle chose, et en même temps le fait que la passion ne soit pas tolérable sur un plan légal, puisqu'elle te fait déraisonner et te légitime dans des actes qui ne sont pas tolérables en société, qui peuvent être les féminicides. Donc les féminicides qui sont des faits de société bien sûr très, très forts et donc qui autorise des actes de violence sur soi-même ou sur les autres, et en même temps la société qui dit non, faut pas que ça se fasse comme ça, et on est jugé dans ce sens-là. Oui, donc c'est un peu difficile de se situer dans ce carrefour-là, et l'idée c'est de donner des pistes et puis de raconter aussi un peu nos expériences de la passion qui sont... On a beaucoup réfléchi. Chacun de notre côté, on a des expériences différentes de la passion, mais ce que je peux dire, ce qui est commun, je pense, pour tous les deux, c'est qu'on ne s'est pas laissé faire par la passion. On l'a problématisée en quelque sorte, si le mot existe. Oui, et puis on ne s'est pas laissé faire de notre propre passion, et on a su être aussi lucide sur la passion de l'autre. Et c'est nécessaire aussi de sentir à quel moment l'autre est dans une situation passionnelle, et comment faire quand on est l'objet d'une situation passionnelle d'une autre personne, et comment travailler ça, pour dire le mot travailler, mais en tout cas comment accompagner ça, puisque c'est une souffrance chez l'autre. Donc on a cette ambition
avec ce podcast-là aussi, d'apporter cette lecture à toutes les personnes qui pratiquent notamment les relations plurielles, en tout cas qui sont dans des relations plurielles et qui rencontrent des personnes qui ne sont pas dans les relations plurielles, donc qui sont dans une situation de déséquilibre ou en tout cas de dissymétrie sur la disponibilité ou sur l'intensité qui peut être mise dans le lien. Comment une personne qui est plutôt exclusive va pouvoir ressentir en elle des moments vraiment de grande souffrance par la passion qui peut la prendre. Oui, c'est un sujet encore plus fragile dans les relations plurielles, effectivement. Parce que la non-disponibilité de l'autre ou le fait qu'il soit déjà engagé dans d'autres relations, si on est exclusif soi-même, oui, ça peut faire flamber la passion dans quelque chose de très très souffrant. Oui, et ça me fait penser à la phrase du texte du tango qui disait tout à l'heure « Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là ». C'est-à-dire que dans les relations plurielles, ou en tout cas si un des deux partenaires est dans les relations plurielles et l'autre non, il y en a un qui est plus souvent absent. Oui. Donc ça veut dire que l'autre vit encore plus la passion. C'est ça qui est complètement fou dans cette mécanique. Et quand l'autre, soi-disant, il me laisse seul, j'imagine qu'il est en train de vivre quelque chose d'encore plus passionné ou intense avec quelqu'un d'autre. Donc, et là, c'est il y a une possibilité de souffrance immense. C'est pour ça que la réflexion autour du sujet nous semble indispensable pour tout le monde, mais encore plus dans le cadre des relations plurielles. C'est une question de responsabilité personnelle de réfléchir à ça. Et pour toutes les personnes qui sont dans les relations non monogames et qui se posent la question, est-ce que je dois dire si je suis quelqu'un de non exclusif ou de non monogame ou de la façon dont vous traitez polyamoureux, etc., polyamoureuse, oui. Il faut le dire dès le départ et surtout être bien conscient que si la personne en face elle est dans une culture monogame et d'exclusivité et en particulier d'amour passionnel, ça va être très compliqué. Il risque fort d'y avoir un déséquilibre qui va aller vers la souffrance et que c'est plus facile de ne pas commencer quelque chose que d'avoir à l'arrêter. Absolument. Absolument. Donc voilà, c'est une petite alerte, en tout cas pour ceux qui vivent la passion. Et arrivé à ce point-là, est-ce que tu peux raconter quelque chose de ton lien à toi, à la passion, de ton rapport à la passion ? Oui, mais c'est... merci de me tendre le micro. Donc la passion, pour moi, c'est quelque chose que j'arrive assez facilement à mettre à distance, en tout cas la souffrance. J'arrive assez facilement, alors il y a un mot qu'on n'a pas utilisé dans cet épisode, c'est le mot fusion. J'aime la fusion, et j'aime la fusion que ce soit en dansant le tango ou que ce soit dans les relations avec les personnes avec qui j'ai des relations intimes. Donc du coup de fusionner avec mais je relie plus la question de la fusion à la question de la passion, mais je suis pas passionné par je ne vis pas de passion avec mes partenaires, je vis de l'intensité. Et je vis de l'intensité non pas dans des gros faits intensifs, mais par des subtilités d'intensité. Et je suis beaucoup plus ému et touché par des petits gestes d'attention et des petites phrases et des petites signatures personnelles qui entendent qui je suis, qui me font exister comme je suis, que par une grosse intensité ultra exclusive, démonstrative. Voilà. Donc quelqu'un qui va, une partenaire, je peux prendre un exemple assez récent d'une partenaire une femme que j'ai rencontrée, qui me dit avoir envoyé un message à une autre, à toi ou à une autre partenaire, pour vous remercier de l'accueillir dans ce cercle, dans cette petite famille qu'il y a autour de moi. Et ça m'a touché. Et j'ai trouvé ça très intense. Je trouve, c'est dans ces
petite subtilité-là que je trouve que la passion se naît. Mais ça veut dire que la passion naît. Mais au moment où on se sépare, je sais que je peux la retrouver. On va se retrouver dans un mois, par exemple. Bon, on va se retrouver dans un mois. En attendant, je vais pas me cristalliser sur son absence et me faire une fixette sur ça pour me dire il y a que ça qui est bon. Non, il y a tout ce que je vis aujourd'hui dans l'instant, ici, présentement, qui est bon. Chaque instant, aller acheter du pain, regarder les oiseaux qui viennent picorer les graines que j'ai mis sur la fenêtre, etc. Chaque petite chose de la vie, c'est de la passion. J'ai plus une passion pour la vie qu'une passion pour des personnes. Voilà. Oui, et t'as la passion subtile, on pourrait dire. Voilà, ça peut être plutôt que la passion inflammée. Voilà, c'est ça. C'est ta passion à toi. Ouais, et toi, c'est comment pour toi? Disons que moi, j'ai traversé il y a quelques années une passion très souffrante. Ça a été extrêmement dur. J'ai senti comment ça pouvait m'emporter dans le bon, dans le mauvais, et le mauvais dans le bon, dans la confusion la plus totale, dans l'idée de penser qu'il y a que ça qui compte. Ça a été très dur. Et à un moment donné, je me suis dit que je ne pouvais pas me laisser faire. Je ne pouvais pas me laisser faire par ma propre passion non correspondue. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de reprendre... j'aime pas l'idée de contrôle, c'est pas un contrôle, c'est pas une maîtrise, de reprendre le pouvoir, en tout cas, ou de reprendre les rênes, et de me dire que c'est mon état émotionnel, et que je vais pas me laisser dominer. Je vais lui faire une place, mais pas toute la place, et je vais pas me laisser dominer par ça. Oui, tu peux te laisser dominer par moment, mais pas tout le temps. Non, moi je dirais pas ça comme ça. J'ai appris à me laisser aller. Ce n'est pas me laisser dominer. Maintenant, je peux me laisser aller à un état passionnel, que ce soit avec quelqu'un avec qui je peux le partager, et on est tous les deux sur la même longueur d'onde, et on se laisse aller, on se laisse pas dominer, on se laisse aller, on sait à quoi on joue, et ça va s'arrêter après, et j'ai la confiance que si ça doit revenir, ça va revenir. Et ne pas laisser la passion prendre toute la place, et ne pas chercher le bon dans le mauvais. Voilà, je pense que j'ai réussi à trouver un tournant où je ne veux pas souffrir, et je me donne les moyens de ne pas souffrir. Et je peux me laisser aller, donc avec quelqu'un, parce que c'est partagé et que je sais que c'est sécurisé, et qu'on est sur la même longueur d'onde, et qu'on va savoir s'arrêter et différer. Et je peux me laisser aller à des souvenirs et cultiver un état passionnel qui est presque un tout petit peu souffrant dans le manque, dans l'absence, et sentir l'intensité dans un petit manque. Mais je sais très bien que je peux me dire à moi-même, là tu arrêtes, tu appuies sur pause, tu diffères, et tu as des choses à faire dans ta vie. Et aussi des choses à vivre, puisqu'on est dans un cadre de relation plurielle, des choses à vivre avec quelqu'un d'autre aussi. C'est ça. Et puis il y a aussi, et c'est très juste tout ce que tu dis, et je compléterai même avec l'idée que les instants où on n'est pas avec l'autre, c'est des instants où on peut cultiver la présence de l'autre, mais de façon paisible. On n'est pas obligé de cultiver la souffrance et la douleur de l'absence et le manque, et c'est trop bon d'avoir du manque à l'intérieur de soi, parce que ça veut dire que je l'aime. Non, si tu l'aimes, il peut te manquer, mais sa présence peut te manquer, mais ça n'empêche que tu vas utiliser cette énergie, peut-être pour construire un prochain rendez-vous, pour construire un moment, pour trouver un cadeau à offrir, pour n'importe, mais tu vas convertir ça, et puis pas gaspiller le temps dans le fait de nourrir cette petite souffrance. C'est ça que tu veux dire? Absolument. Et la façon d'accueillir l'autre et de lui montrer l'affection se travaille aussi en son absence, comme tu dis. Si on est tout le temps collé, à quel moment je vais pouvoir imaginer un cadeau, préparer une surprise, tout ça, ça se prépare aussi. Et dans cette préparation et cette attente, il y a aussi un plaisir. Et pour moi, ça a été un gain de liberté immense de me dire que j'ai la main. Que j'ai la main sur la passion qui peut m'habiter. Ça a été une sensation de pouvoir.
et un énorme soulagement. Parce que je ne me laisse plus faire par la passion, donc je ne me laisse plus faire par la souffrance. Mais je peux vivre des choses, on peut les appeler passionnelles ou pas, mais des choses extrêmement intenses, tout en sachant que je connais le bouton pour l'arrêter. Mais parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dans ma vie et que j'ai pas tout focalisé sur une personne ou tout misé sur une relation pour qu'elle vienne combler et résoudre tous les problèmes de ma vie. Là, on touche à un autre sujet, mais c'est le sujet de l'autonomie qui est fondamental. Pour ne pas se laisser faire par la passion, il faut être quelqu'un d'autonome à tous les niveaux. Financier, émotionnel, matériel, intellectuel, etc. Bien sûr. Dès qu'il y a une dépendance, ça devient problématique. Donc, ce qui peut être intéressant, ça serait d'aborder le sujet de comment vivre la passion dans les relations plurielles. Vu qu'on a plusieurs personnes avec qui on est en relation, comment la passion peut exister. Et puis en même temps, profiter pour faire un appel aux auditeurs du podcast sur des témoignages qu'on aimerait pouvoir entendre de votre part, parce que nous on parle beaucoup de nous-mêmes, mais on aimerait bien entendre parler un petit peu de vous. Si vous avez envie de témoigner sur le sujet de la passion, comment vous vivez la passion, que ce soit dans les relations exclusives ou dans les relations non exclusives, comment vous la vivez, comment vous la pratiquez. Et si c'est souffrant ou pas, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui arrivent et qui vivent des passions non souffrantes. Donc, on vous invite à nous envoyer un message sur contact@encadamour.com, un petit mail pour nous raconter votre histoire ou même un petit audio, sans aucun problème. On pourra en faire l'objet d'un deuxième volet, effectivement très intéressant, sur les auditeurs du podcast En cas d'amour et la passion. Ça sera passionnant. C'est sûr. C'est le cas de le dire. Et donc, comment tu vois les choses dans les relations plurielles? Comment la passion peut s'exprimer dans les relations plurielles? Est-ce que c'est le modèle dont tu parles qui te convient? Est-ce que c'est celui qui conviendrait aux personnes qui pratiquent les relations plurielles? Comment gérer ça? Comment gérer être passionné par quelqu'un dans une relation et puis aller retrouver une autre personne et puis aller retrouver une autre personne? Comment la passion existe à ce moment-là? Est-ce que finalement c'est pas superficiel? Pour moi, ce n'est pas du tout superficiel, et la passion que je peux vivre avec quelqu'un, je ne sais pas dire pourquoi, mais ça ne viendra jamais nuire à une autre relation. Ça peut ne pas avoir d'effet, donc être neutre, ou avoir un effet positif sur mes autres relations. Parce que si moi-même, je suis dans la joie, et moi j'aime particulièrement les premiers moments d'une relation, la découverte de la nouveauté, de l'univers de l'autre, d'une façon de faire, d'une façon d'embrasser, j'adore ça. Et donc ça me met, j'ai pas une autre expression, ça me met en joie. Et cette joie-là, je trouve que mes autres relations en bénéficient, à condition de pouvoir l'accueillir tranquillement. Mais c'est souvent le cas. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. Après, la question, elle peut être élargie à toutes les personnes qui pratiquent les relations plurielles. Et comment gérer la passion dans les relations plurielles. Alors, on a géré la question de « je suis dans les relations plurielles, je rencontre quelqu'un qui n'est pas dans les relations plurielles ». Attention, alerte, en tout cas prudence dans l'engagement, parce qu'une personne qui est plutôt dans les relations exclusives, ce qui a pu être constaté, c'est que ces personnes-là peuvent attendre l'amour unique, que l'autre attendre tout, la bonne personne, etc. Je ne sais pas du jugement de valeur sur le sujet, mais effectivement c'est une réalité que moi j'ai rencontrée, c'est-à-dire de rencontrer des personnes qui cherchent la bonne personne, l'amour unique, et au travers de ça ne peuvent pas non plus s'engager dans une relation avec quelqu'un qui est en relation plurielle. Mais pour autant, ça n'empêche pas qu'on peut avoir un certain charme. Ça peut avoir un certain charme, une personne libre, et donc engager une passion aussi.
Complètement. Mais c'est là où, bon, je me répète un peu, mais parce que je pense que c'est fondamental, la question de la responsabilité, de l'éthique et de comment, quand il y a une relation qui commence, il faut vraiment avertir sur le soin qu'on souhaite apporter aux relations qui sont déjà là. Et qu'une nouvelle relation, il va falloir qu'elle trouve sa place, même s'il y a beaucoup d'effervescence et d'envie au début. Ça ne peut pas venir nuire les autres relations. Moi, je suis très attentive à ça et j'aime qu'on soit attentif à moi et à ça quand je suis en relation avec quelqu'un qui rencontre une autre personne. On ne peut pas être irresponsable et se laisser aller à la passion. On peut, mais c'est douloureux. Ouais. Et puis, quand on est en relation avec plusieurs personnes, s'il y a une personne dans le réseau qui vit une passion, la place que cette personne a dans l'écosystème polyamoureux peut être une place invasive. Oui, complètement. Complètement. Ça peut être très intrusif quand il y a quelqu'un qui exige une disponibilité et qui ne respecte pas les espaces dédiés à d'autres relations. Donc il faut une énorme capacité d'être tranquille, de savoir que l'autre il va revenir ou pas, mais que s'il ne revient pas, c'est qu'il y avait un problème entre nous deux. Ça n'a rien à voir avec une autre relation, une troisième personne. Absolument. Mais c'est un travail assez intense qu'on fait avec plaisir, nous, mais qui est intense. Je me permets, je ne sais pas si on peut conclure dès maintenant, mais je me permets de lire la petite citation que j'avais promis de lire de Natacha, qui, quand elle a appris qu'on travaillait sur le sujet de la passion, est-ce qu'il faut alimenter la passion ? Et elle nous répond oui, évidemment, sans retenue, sans bouclier, sans haleine, mais de préférence entre deux qui savent jouer aux cow-boys et aux indiens, même si la métaphore avec les cow-boys et les indiens n'est pas forcément super adaptée comme elle le dit elle-même. On comprend bien que savoir jouer la passion, il faut que les deux personnes savent le jouer et savent être en paix dans la passion au moment où ils la vivent et où ils ont envie de la vivre. Et je crois que c'est l'essentiel du propos de ce podcast. Il faut bien identifier à quel moment la passion, on a envie de la vivre, on a envie de la partager, mais qu'à aucun moment on a envie qu'elle devienne ni objet de souffrance pour soi, ni pour l'autre. Et se demander si on a les moyens de la vivre. Je pense qu'il y a des moments de la vie où on n'est pas très bien, où on n'est pas encore assez construit, assez au clair, et on n'a pas les moyens de vivre une passion. Et on n'a pas les moyens d'être en relation tout court. Et il faut s'occuper de soi et cultiver la relation avec soi-même avant de se lancer dans plus compliqué, c'est-à-dire le lien avec l'autre. Et ça, en général, on se lance dans des relations dans n'importe quel état, parce qu'on nous dit que l'amour c'est génial, que la passion c'est magnifique, mais parfois on n'a pas les moyens psychiques d'y entrer, et ça fait des ravages. Ça fait des ravages, et ça peut mettre aussi l'autre dans une position de sauveur, qui va bien pour un temps, mais qui parce que ça va réparer dans l'instant quelque chose qui est douloureux, mais qui finalement ne permet pas de construire quelque chose de plus solide ou une relation plus solide. Et nous, on invite évidemment au travers de l'écoute de ce podcast de construire du solide, des relations solides, intenses et passionnées, qui puissent durer tant qu'on a envie que ça dure. Absolument. Merci Luciana. Merci Jean-Baptiste. Ce long épisode passionné est arrivé à sa fin. On espère qu'il vous a plu et éclairé sur ce sujet si souffrant et peu traité d'un point de vue dissident et plus vivant. La saison 5 est elle aussi terminée et nous étions ravis de partager nos pensées et réflexions avec vous. Nous espérons que vous partagerez les vôtres dans les prochaines saisons. Merci de nous avoir écoutés, de nous suivre et de partager nos contenus. Vous pouvez aussi soutenir notre travail sur notre page web encadamour.com où une cagnotte est prête à accueillir vos contributions.
Celle-ci participe aux dépenses de ce podcast entièrement bénévole. Vous voulez peut-être un accompagnement plus personnalisé ou tout simplement nous faire part de vos réflexions et commentaires? Écrivez-nous à contact@encasdamour.com. Nous vous lirons avec grand plaisir. À bientôt pour la saison 6.